Donc au niveau du menu, donc, vous m'entendez bien? Donc là, ce qu'on vous propose, donc de 13 à 14, donc on a Abou Hassan qui est ici. Donc c'est un ancien étudiant du lycée Raspail. Il est spécialisé dans le CO2 et donc il va nous présenter un petit peu les bases du CO2, pourquoi ce fluide est intéressant, pourquoi il est tendance actuellement. Ensuite, de 14 à 16 heures, on va recevoir deux autres intervenants. Donc Bernard Philippe, qui est le délégué de l'AFCE, donc c'est l'Alliance du froid, c'est une association qui regroupe un grand nombre de professionnels. Et donc Bernard Philippe, lui, est spécialisé dans la réglementation, donc il participe à la rédaction de la prochaine réglementation sur les fluides frigorigènes. Et on va recevoir aussi Louis Bissongol. Donc lui, c'est un spécialiste des fluides qui travaille chez Chemours, qui va venir aussi nous présenter les solutions alternatives aux fluides, on va dire, traditionnels, qui ont un fort GWP. Donc ça, c'est des termes, je pense, qui vous parlent. Et donc, on terminera par une séance de questions-réponses. Voilà. Donc, Chemours, oui, c'est une société qui est basée dans le 77 et qui est spécialisée dans la vente de fluides frigorigènes. Voilà. Donc, c'est un acteur aussi important au niveau des fluides frigorigènes. Et on va profiter aussi de la présence de M. Abou Hassan, qui est là, qui est un ancien du lycée Raspail, et qui a un parcours, on va dire, très intéressant, puisqu'il est passé aussi par les arts et métiers, il est passé par l'IFI, et de technicien, metteur au point, chargé d'affaires, voilà, travailler plutôt sur l'aspect commercial, l'aspect, on va dire, plutôt études, suivi de chantier. Donc, moi, je vous invite à poser des questions un petit peu à nos intervenants. On a la chance de recevoir des gens qui ont une certaine expérience de terrain. Et donc, je souhaite que cet après-midi vous soit la plus bénéfique possible. Voilà. Vas-y, vas-y. Allez, un petit quiz pour commencer. Citez-moi les 3 familles de fluides frigorigènes. Alors, la première, historiquement. Les CFC. Les CFC. Deux représentants de cette famille connus. Ah non, pas R22, justement. Monsieur Bouteloup, il ne sait pas. D'accord, oui. CFC, donc déjà, le C de CFC, ça veut dire chlore, le F, fluoro, et le C, carbone. Donc c'est une famille qui est autorisée ou interdite, celle-là? Et pourquoi? Elle pollue, oui. Mais plus précisément? Oui, destruction de la couche d'ozone, puisqu'il y a du chlore à l'intérieur. Donc 2 fluides connus de cette famille, R11 et R12. Donc, deuxième famille de fluides frigorigènes? Non, avant. HCFC, très bien. Donc, le représentant le plus connu de cette famille? R22. Il est autorisé le R22 ou pas? Ah, d'accord, c'est bien ça. Et pourquoi il est interdit? Pareil, j'ai entendu pareil. Couche d'ozone aussi, pourquoi il a du chlore aussi, hein, en peu plus petite quantité, mais il est interdit pour ça en tout cas. Il est interdit plus précisément, alors pour ceux qui ont bien travaillé, depuis quelle date? 1er janvier 2015, très bien.
Et la dernière famille, les... Allez au fond. Oui. Traditionnellement, on en a 3, mais c'est vrai qu'on a une 4e aujourd'hui qui remplace un peu tout ça. HFC. Et cela, vous pouvez me citer quelques exemples de cette famille? 404A, très bien. 134, j'ai entendu 410. Ouais. Alors, est-ce qu'ils contiennent du chlore déjà, ceux-là, pour commencer? Ah, ils ne contiennent pas. Hein. Donc le H de HFC, c'est quoi? Hydro, le F, fluoro, et le C? Carbone. Bon. Eh bien, c'est très bien. Et il n'y a pas de chlore dans cette famille-là? Ouais. Et donc, c'est quoi le souci, en fin de compte, de cette famille? C'est la famille qu'on utilise actuellement. Et ils ont un GWP. Et pour ceux qui sont forts en anglais, Berkane, il est là? On remplit ça avec l'accent. Bravo. Donc ça, c'est le réchauffement climatique, c'est l'effet de serre. D'accord? Et donc, cette famille est en cours. D'accord. Elle est en cours d'interdiction. Et pourquoi, justement? Alors, polluant, on a dit tout à l'heure déjà, mais on va être précis. Les fluides à base de chlore, c'est la couche d'ozone. Et nos fluides actuels, c'est l'effet de serre. L'effet de serre. D'accord? Et donc, l'interdiction est progressive et se fait en fonction du GWP du fluide concerné. Et c'est ce qu'on appelle, très bien, la phase down. OK? Et donc, la dernière famille, oui, les HFO, eux, sont la nouvelle famille qui remplace un peu toutes celles qu'on vient de citer auparavant. Un exemple de HFO? D'accord, hein. HFO, c'est pas un ovni, hein, c'est pas un objet volant non identifié. Hein. C'est une famille de fluides. Ah. Et donc, ça tombe très très bien puisqu'on va parler maintenant des fluides inorganiques. C'est une famille qui nous restait donc à parler, mais j'ai un spécialiste ici, donc on va le laisser s'exprimer. Et donc, dans les inorganiques, on a le CO2 et lequel? L'ammoniac. Okay. Voilà. Donc Abou Hassan, merci. Je te laisse la place. Merci Rachid. Vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour à tous et à toutes aussi. Alors Hassan Abou, pour faire une brève introduction, je suis effectivement frigoriste comme vous, de formation, donc IFIST, et je représente la société TECO, donc sur la France, en tant que responsable technique et commercial. Donc TECO, c'est un fabricant de machines frigorifiques. Hop, excusez-moi le masque. Spécialisé dans le CO2 et ammoniac et fluide en général. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une présentation assez succincte, mais sur les éléments principaux du CO2, d'accord, et ensuite, on va faire un petit échange. N'hésitez pas à me poser des questions sur à peu près les derniers quarts d'heure de la présentation, sur les questions un peu précises, si vous voulez rentrer dans la précision du CO2, d'accord? Donc, le CO2, on l'utilise donc en subcritique, ce qui veut dire en sous-critique en français, et en transcritique, donc au-dessus du point de critique. Alors, le CO2, ce n'est pas un fluide qui date d'aujourd'hui, d'accord. Ici, je vous ai fait une brève chronologie du CO2 en tant que réfrigérant. Donc, il date de 1850. Le premier brevet application est donc anglais. Donc, c'est les Anglais qui nous ont amenés sur le CO2. Et puis on voit bien qu'au fur et à mesure du 19e siècle, avant la première révolution industrielle, on a commencé à développer de plus en plus le CO2 pour la partie... alors c'était beaucoup orienté sur la partie transport de viande, d'accord, puisqu'il y avait aussi l'histoire coloniale avec l'Amérique latine. Et au fur et à mesure du XXe siècle, on a développé le CO2 avec l'ammoniac comme étant les deux uniques fluides frigorigènes qu'on utilisait. Donc à l'époque, avant les années 60, c'était ammoniac et CO2.
Sont arrivés dans les années 60 les HFC que vous connaissez, et puis ils ont fait disparaître progressivement le CO2 et l'ammoniac dans les applications courantes. L'ammoniac est resté beaucoup dans l'industrie et le CO2 a carrément disparu du marché. Pour revenir au début des années 2000, en tant que fluide frigorigène dans les applications sous-critiques, subcritiques, qu'on va voir juste après. Alors, au niveau européen, pour que vous ayez un peu conscience de ce qui se passe au niveau de l'Europe, chaque pays a des réglementations, d'accord ? Les pays qui ont vraiment orienté la solution fluide naturel CO2 comme étant une solution pérenne et presque unique dans la réfrigération, c'est les pays scandinaves, avec des taxes qui sont quand même relativement importantes, donc Danemark, Norvège et Suède. Ensuite, l'Allemagne s'est aussi orientée avec ce qu'on appelle un guideline, donc un sorte de méthode de travail dans leur réfrigération commerciale. Et puis la France, un petit peu après l'Allemagne, où aujourd'hui on a un certain nombre de taxes et on a des impositions sur le volume, la quantité de fluide frigorigène par système. Donc l'Europe a vraiment guidé l'utilisation des fluides naturels. Ce n'est pas une idée française ou franco-française, c'est d'abord européen. Et au fur et à mesure des années, on a imposé un certain nombre de restrictions au système de réfrigération. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, il y a aujourd'hui à peu près 39 000 machines transcritiques qui sont en opération. Vous avez chez nous, chez TECO, à peu près 1600 machines en subcritique, comment on dit en français, je n'arrive même plus à le dire, sous critique, c'est ça. Et puis aux alentours de 4500, 5000 machines en transcritique. Donc c'est quelque chose de commun aujourd'hui en termes de technicité, on maîtrise le sujet. Alors sur les réfrigérants, une brève explication. Ici, vous avez donc sur la droite le petit graphique. On voit ce qu'on appelle la phase down. Donc, c'est l'Europe qui l'a imposé. En gros, c'est la quantité de fluide frigorigène à fort de GWP qui seront autorisés au fur et à mesure des années. Donc, depuis 2015 jusqu'à 2033. Donc, on voit bien que on souhaite réellement réduire cette quantité-là sur le marché européen. Et puis, sur petit graphique, on voit, en réalité, il n'y a que 3 grosses familles de fluides frigorigènes. Vous avez les fluides naturels, d'accord, qui sont ici l'ammoniac, le R717, le propane, le R290, et puis vous avez le CO2 en R744. Il existe un 4e, qui est l'eau, qu'on utilise aussi en réfrigération, mais il est toujours en développement aujourd'hui. Il est sur certaines industries, mais il n'est pas encore commun. Ensuite, vous avez les HFO, que vous avez aussi, j'imagine, appris à l'école. Donc le 1234YF et le 1234Z2. Et puis, vous avez le R600A et le R1270. Alors, le R1270, c'est un sorte de propylène que vous allez plutôt voir dans l'industrie très spécifique. Mais le R600A, on va plutôt le voir dans les frigos ménagers ou dans les petits systèmes. Donc, là, on montre que 3 familles de fluides frigorigènes dans les années à venir, entre 2000, donc aujourd'hui jusqu'en 2033, ça va être limite les seuls fluides frigorigènes qu'on pourra utiliser. Sinon, si on utilise d'autres familles, on aura d'autres contraintes techniques et autres qui seront de plus en plus compliquées pour les installateurs et les utilisateurs finaux. Alors, le CO2, les avantages et les inconvénients. Vous avez donc un fluide naturel. Donc naturel, ça veut dire qu'il existe dans la nature à l'état sans transformation humaine. Il est donc un GWP de 1, d'accord ? C'est la référence en termes de GWP au niveau européen. Ça veut dire que c'est le fluide qu'on utilise pour comparer le GWP des autres fluides frigorigènes. Donc ce qui veut dire que dans le temps, il n'aura jamais une restriction sur le CO2. Il n'y a pas puisque c'est la référence au niveau européen. Il n'a pas de ce qu'on appelle ODP, donc c'est la dépression au niveau ozone, égale à 0. Il n'est pas toxique et il n'est pas inflammable.
Et le point le plus important pour des frigoristes, c'est qu'il a un très haut niveau de capacité volumétrique. Ça veut dire que pour une quantité de CO2 que vous injectez dans un système, vous avez une capacité frigorifique de transmission d'énergie qui est beaucoup plus importante que des autres fluides. Donc ça réduit tout au niveau de votre installation. Par contre, il a quand même des inconvénients qui sont donc le point critique. Donc tout le monde connaît le point critique en tant que frigoriste, j'espère. Donc il est à 31 degrés au niveau du CO2. Ça correspond à peu près à 28 degrés en température ambiante. Donc vous imaginez à peu près à partir de quel pays on commence à avoir des questions sur le fonctionnement du CO2. D'accord ? Ça demande malgré tout un certain niveau de technique. D'accord ? En réalité, ça remet toute la partie méthodique et méthode du frigoriste dans son travail de frigoriste, autant en tant que technicien dépanneur qu'en tant que technicien de montage, et puis surtout en ingénierie. Donc ça pousse un petit peu les frigoristes à travailler dans les règles de l'art et avec les bonnes méthodes. Et puis, il a un niveau d'efficacité au point instantané. Bonjour. Qui peut être parfois, en fonction des pays, un peu inférieur à ce qu'on peut avoir avec d'autres fluides frigorigènes. Alors, ici, quelques petites notions de base au niveau thermophysique du fluide. Ce qu'il faut juste retenir dans cette slide, c'est que la densité du CO2 est plus importante que celle de l'air. D'accord ? Ce qui veut dire que le CO2 dans une salle des machines ou dans un espace clos, dès lors qu'il est dans l'ambiant, et comme il est plus lourd que l'air, automatiquement, il va tomber. Donc ça, c'est une notion très très importante à comprendre quand vous travaillez avec le CO2, surtout en tant que technicien dans une salle des machines, puisqu'il y a des réflexes qui vont venir derrière. Et il faut s'habituer à comprendre que le CO2, contrairement à l'ammoniac, ne va pas être volatile. Bien au contraire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tomber. Et donc, il va se retrouver dans des zones. Parfois, il arrive dans certaines machines, dans la salle des machines, où il y a des zones creuses. Et on peut avoir des très fortes concentrations. Donc ça, c'est une notion très importante à conserver. Et puis, sa pression critique, c'est 73-74 bars à peu près. Alors, il a un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que, au-delà du fait qu'il n'a pas de colore, il est surtout inodore. Ça veut dire que ça, c'est un point qui peut être un point négatif, je dirais, ou alors un inconvénient du CO2, quand on n'a pas cette notion, ou quand on n'a pas les équipements qui permettent de détecter. Ce qui veut dire que dans une salle des machines, dans un espace clos, on ne sent pas le CO2. On sent l'ammoniac, on sent d'autres fluides, peut-être pas forcément le 404 ou autre, mais le CO2 est complètement inodore. Et donc, il est donc, comme je vous disais, en termes de toxicité, il est non toxique. On l'utilise beaucoup en industrie agroalimentaire. Pour vous montrer un petit peu... Hop, excusez-moi, je change cette slide. C'est juste pour expliquer. Cette slide-là présente uniquement la qualité du CO2 qu'on utilise en réfrigération. C'est du CO2 qui est ce qu'on appelle de type 4.5 ou 5.5, c'est-à-dire déshydraté à 99,99%. Il n'y a quasiment pas d'eau dans le fluide frigorigène. Donc, la notion d'environnement. Donc c'est une petite slide qui permet de montrer un peu que la nature elle-même a du CO2 et donc l'ozone, bien différencier l'ozone et la montée de température dans l'atmosphère. Donc une petite répartition des éléments naturels. Vous avez donc, on voit bien ici, l'évaporation de la mer. On a les rayons de radiation du soleil. Et puis c'est juste pour montrer que naturellement, on a de l'effet de serre. Ce qui compte maintenant, c'est juste de le laisser naturel. D'où l'intérêt au niveau international et au niveau mondial d'analyser pourquoi on a ces modifications au niveau de l'atmosphère, d'où elles viennent et qui est responsable de ça. Et on sait que la réfrigération et les systèmes de climatisation ont une part importante aujourd'hui de ce phénomène-là, qui est un phénomène dû à l'utilisation humaine.
C'est ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça. Alors, les quelques notions de GWP en comparaison au CO2. Donc, je vous disais, donc, le CO2 a un GWP de 1, l'ammoniac 0. Donc, l'ammoniac, on pourrait dire qu'il est mieux que le CO2. Le propane 3, et puis tous les fluides qui sont en dessous, donc du 134A jusqu'au 407F, que vous allez retrouver énormément dans les installations de froid commercial, de climatisation et industrielle. Pour vous donner quelques indicateurs sur le froid commercial, en France aujourd'hui, on estime sur la globalité du marché qu'il y a encore entre 60 et 70% de tous les magasins de France qui doivent être remodelés. C'est-à-dire, on a modification qui travaille encore avec des fluides frigorigènes à fort GWP. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Ah oui, excusez-moi, bonne question. C'est une présentation en anglais, effectivement. Ça veut dire Global Warming Potential, donc c'est le potentiel de réchauffement climatique. Potentiel réchauffement climatique. Désolé, j'ai oublié de faire. La présentation est en anglais, effectivement. Mais GWP, c'est le PRC, c'est ça? En français. Hein. GWP. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend une centrale, ici c'est une centrale TECO au 134A, donc son GWP, donc son potentiel de réchauffement climatique est de 1300, et qu'on estime qu'il y a une émission de 1 kg. On va le comparer à une Volkswagen TDI, d'accord, un beau véhicule. Et si on compare avec une centrale frigorifique au 134A, 1 kg, ça équivaut à 11 fois l'Allemagne du nord au sud. Quand 1 kg de CO2 134A est évacué dans l'atmosphère, c'est comme si en voiture avec un 2 litres TDI, vous aviez fait 11 fois l'Allemagne du nord au sud, en termes d'émissions de CO2. D'accord ? Ça, c'est un indicateur pour vous donner l'importance des fluides frigorigènes et surtout des installations frigorifiques. D'accord ? Faire attention c'est des indicateurs qui sont importants d'avoir en tête. Alors, le CO2, je vous disais tout à l'heure que c'était un fluide frigorigène qui avait des avantages, mais également des inconvénients, et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi avec le CO2. Donc, vous êtes des futurs frigoristes, vous allez de toute façon rencontrer le CO2 très prochainement dans les installations, et il faut avoir une certaine notion des impacts que ça peut avoir au niveau humain. Donc, une petite slide qui vous montre dans un ambient de 20 degrés à un bar. Donc, vous êtes dans une salle des machines où il fait 20 degrés, par exemple. La concentration du CO2, quel impact elle a sur votre corps? Ici, en vert, vous avez 1% de CO2 dans le volume global. En bleu, 3%. En violet, vous avez 5%. Et en rouge, 8%. 8%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que vous ne voyez plus rien au niveau des yeux, vous ayez une transpiration extrêmement importante au niveau de la peau, vos muscles se mettent à trembler, et puis vous avez un rythme cardiaque qui est très élevé. Si vous restez trop longtemps dans cette concentration, automatiquement, vous allez tomber forcément entre guillemets dans les pommes et forcément être hospitalisé. D'accord ? Donc la concentration qui reste plus ou moins autorisée, c'est inférieur à 1%. Et déjà à 1%, on voit bien que vous commencez déjà à avoir des envies de vous endormir. Donc si on s'endort dans une salle des machines qui est déjà en forte concentration de CO2, on sait que le CO2 a une plus forte densité que l'air, donc forcément il sera plus bas, vous tombez dans la salle des machines et vous tombez dans du CO2. Donc vous respirez encore plus de CO2. D'où l'intérêt ensuite de la sécurité, la détection CO2 et autres qu'on va voir de toute façon dans une slide d'après. Donc je disais 1%,
vous voyez, on disait 1%, ça correspond à 10 millilitres par mètre cube. D'accord ? C'est un indicateur européen, ce qui correspond à 10 000 ppm. Cette unité-là, c'est une unité que vous allez très souvent rencontrer en tant que frigoriste. ppm, c'est l'unité qu'on utilise pour la détection. D'accord ? Donc 10 000 ppm égale 1% du volume. D'accord ? Donc là, j'ai mis en rouge 100 000 ppm, c'est fatal. Donc 10 000 ppm, 1%, 100 000, j'ai pas bien entendu, 10%, merci. Donc 10% du volume de CO2, 10% de CO2 dans un volume, c'est fatal. Donc en gros, vous ne pouvez pas vous lever, il faut que quelqu'un vous sorte de là le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment une partie importante au niveau du CO2. Je vais vous expliquer comment on fait pour pallier à tout ça. Un exercice pratique, d'accord, qui est donc basé sur la réglementation européenne. Donc tout ça, c'est régi par l'Europe. La réglementation s'appelle l'EN 378, d'accord. Et donc, on a pris les quantités maximales de charge par mètre cube qui sont imposées par l'Europe. Et donc, sur un volume de 30 mètres cubes, si on prend du 404A, vous avez le droit à 14,4 kg. Vous avez 14,4 kg dans 30 mètres cubes d'une salle des machines. Le 134A, 7,5 kg. Et le CO2, 2,1 kg. Donc l'Europe a déjà considéré cette question-là du CO2 comme étant un fluide qui peut être dangereux à forte concentration. Et donc ici, pour la même salle des machines, on a quasi un facteur de 7 entre le 404A et le R134. Ce qui veut dire aussi que tous les fluides frigorigènes HFC ont également une réglementation et une limite de concentration dans une salle des machines. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec du 134 ou du 404 que on y va, il n'y a pas de souci, on ne risque rien, je peux en boire, je peux en manger. Non, non. D'accord ? Chaque fluide frigorigène reste dangereux à forte concentration. Et donc pour ça, pour le CO2, on a aujourd'hui des équipements qui sont comme les détecteurs de CO2, obligatoires dans les salles des machines, dans les chambres froides, dans les combles fermés et autres, qui sont extrêmement performants et qui permettent d'alerter avec une très grande précision la quantité de CO2 que vous avez dans l'ambiance. Alors ici, je vous ai fait une petite slide pour montrer aussi un aspect assez spécial du CO2. C'est que ici, on voit sur les ordonnées les pressions et sur les abscisses, vous avez les températures. Donc en rouge, le 410, le 404 en vert et puis en bleu, le 134A. Et on note quand même que le CO2 a des pressions qui sont bien plus importantes que les autres fluides frigorigènes. Donc ça, c'est aussi un des aspects du CO2. Ça permet aux frigoristes qui arrivent face à une machine, je vous mets dans un cas de figure, vous venez de quitter une salle des machines qui tourne au 134, on vous appelle pour aller faire, je ne sais pas, un dépannage ou une installation sur du CO2, et puis d'un coup, vous voyez que c'est à 70 bars. Ça peut faire bizarre si on ne sait pas que le CO2, c'est un fluide qui a des fortes pressions. Ça, c'est des notions qu'il faut comprendre. D'accord ? Pour vous donner un autre ordre d'idée, en tant que pur frigoriste de terrain, si sur une machine, vous avez un delta T, par exemple sur l'évaporation, de 2 Kelvin, sur le CO2, ça correspond à 1,5 bar. Mais vous venez de quitter votre installation au 134. Et on voit qu'au 134, 2 Kelvin, c'est 0,15 bar. 10 fois moins. Donc pareil, c'est des particularités du CO2 qu'il faut aussi saisir. Et donc là, c'était juste pour vraiment pour montrer que les pressions dans le CO2, c'est des choses qu'on sait, qui sont connues et qui font partie de ces particularités. Ici, j'ai essayé un petit peu de vous présenter de manière assez succincte
une comparaison entre le 134, qui est un fluide que vous allez beaucoup rencontrer, le 404 également, bien qu'il soit aujourd'hui interdit en France, mais il y a encore beaucoup d'installations au 404A, et le CO2. Donc la première ligne, c'est le différentiel de pression. Donc ici, on est passé sur un delta P de -10 à -12. D'accord ? Ça correspond au CO2 à 1,47 bar, ce que je vous disais, 1,5 bar. Au 134, 0,15 et au 404, 0,29. Si on prend maintenant la puissance électrique, donc la quatrième ligne, pour une puissance frigorifique de -10, vous allez produire 17,38 kW électriques pour 37,4 kW de froid au CO2. Vous regardez ce que vous produisez avec le 404 et avec le 134A. Et ce qu'il faut retenir dans toute cette slide, c'est que si on prend le CO2 comme référence, dans les mêmes conditions, avec le même delta P, avec la même typologie de compresseur, plus ou moins, ici on est sur un compressoriste allemand, c'est à peu près la même cylindrée, vous le voyez bien, hein, volume géométrique, c'est le volume baillé du compresseur. Ils sont tous à peu près à 18 mètres cubes. Le 404A est 3 fois plus énergivore et le 134A, 5,9. Donc, on est sur un simple delta P de 2 Kelvin. D'accord ? L'intérêt également du CO2, c'est avant tout aussi sa capacité, comme je vous disais tout à l'heure, la capacité volumétrique, et donc par conséquent la taille des tuyauteries. Si on regarde pour la même machine, donc 100 kW à -10, on regarde en bleu ciel, vous avez la ligne liquide, et en bleu foncé, vous avez l'aspiration. Le seul fluide qui concurrence en ligne liquide le CO2, c'est l'ammoniac. Ensuite, sur les aspirations, on voit bien qu'on est, en fonction du fluide frigorigène, on arrive à diviser par 2 la taille des tuyauteries. Donc ça, c'est un vrai intérêt au niveau des installations, au niveau des coûts des installations et au niveau de l'utilisation du fluide frigorigène en tant que frigoriste. La pression de service des tuyauteries, en moyenne, vous allez tomber sur du K65. Le K65, c'est un cuivre qui est ferraillé, d'accord, qui a une certaine densité, comment dire, il est protégé par une épaisseur de cuivre, mais également par du fer, ce qui fait qu'il est beaucoup plus solide, plus difficile à braser et à utiliser, mais sa pression de service était de 120 bars. Ce qui veut dire que toutes les questions de pression dont on a parlé tout à l'heure, le K65, quelque part, il répond tout de suite. Donc vous allez l'utiliser 90% des cas dans les installations CO2. Comment on brase le K65 ? Donc la réglementation européenne a imposé aujourd'hui un certain nombre de ce qu'on appelle du process, donc des règles de l'art, et il nous dit que on ne peut pas utiliser le K65, on ne peut pas braser avec un minimum de 2% dans chaque baguette, d'accord ? Donc ça, c'est le N378. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais vous verrez de toute façon avec le temps, vous aurez la possibilité d'aller lire un petit peu et les règles de l'art du terrain. Alors, à l'usine, on a testé un tube de K65 et il a explosé à 476,3 bars. C'est pas mal, hein ? Ça laisse le temps quand même. Sachant que c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'intérêt d'utiliser le bon tube. L'intérêt de comprendre ce que vous brasez et surtout de poser les bonnes questions au garçon qui a fait l'étude pour vous, si vous faites pas l'étude. Et si vous faites l'étude, pas se tromper. Donc en fonction des tailles des tuyauteries, vous allez utiliser soit du K65, soit du cuivre traditionnel frigorifique. Aujourd'hui, au vu du coût du cuivre et du K65, tout le monde utilise du K65, quelle que soit la capacité et quelle que soit la taille de la tuyauterie.
Il se peut parfois, sur certaines tailles, que vous ayez du cuivre frigorifique. Mais là, vous voyez, 476,3 bars. C'est pas mal. Ou pas. Les machines, alors maintenant les procédés, je vais essayer d'être assez rapide là-dessus. Vous avez donc, je vous disais tout à l'heure, deux typologies. Vous avez le subcritique et le transcritique. Ici, on a un schéma assez standard d'une machine subcritique, donc une cascade 134A CO2 subcritique. En partie haute, vous avez donc les évaporateurs, ce qu'on appelle NK, donc les positifs, qui viennent, eux, évaporer. Vous avez une évaporation qui se fait au niveau de l'échangeur intermédiaire, qui est ici. Si vous voyez ma souris, voilà, ça c'est l'évapocondenseur. Et en bas, vous avez du CO2. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une cascade, pour ceux qui n'ont jamais vu de cascade subcritique, chez nous, elles sont comme ça, donc c'est assez simple. Vous avez les compresseurs, vous avez ici les manomètres, la bouteille, l'échangeur, et puis l'armoire électrique qui est ici en partie haute. Au niveau du PID, on n'a pas grand-chose, je vais m'asseoir, on n'a pas grand-chose. Vous avez donc les compresseurs ici, qui viennent donc pousser dans un séparateur d'huile. Je viens dans une bouteille ici, alors ça c'est un concept un petit peu de chez nous. Vous avez une bouteille qui vient récupérer les gaz chauds. On vient séparer les gaz chauds via une technologie interne à la bouteille. Et puis ensuite, la saturation, les gaz qui sont ici viennent et sont condensés pour partir en état liquide. Et le liquide ici est contrôlé via ces différents niveaux de débit et un contrôleur de niveau. Et ensuite, le liquide est détendu dans les évaporateurs. La petite ligne verte, c'est le 134A qui est détendu dans l'évapocondenseur. On le détend pour condenser le CO2. Au niveau diagramme enthalpique, voilà ce que ça donne à peu près, une machine subcritique. On va tourner autour des 40 bars à peu près. Aujourd'hui, un peu moins quand même. Je vous ai juste montré un petit peu au niveau enthalpique la différence entre le travail de compression et le travail et la puissance frigorifique. Donc on a 50 kJ en puissance élec pour 250 kJ de puissance frigorifique. Voilà, donc il faut bien comprendre que dans cette slide-là, ce qu'on montre, c'est que le fait d'avoir des fortes pressions au niveau du CO2, vous avez des faibles delta P sur les compresseurs, différentiels de pression, et donc par conséquent, on a des meilleurs rendements sur les compresseurs et donc des meilleurs COP. C'est pour ça qu'on utilise le CO2. Pression élevée égale meilleur delta P égale meilleur rendement compressorique, meilleur rendement compresseur égale meilleur COP. Donc le fait d'avoir une haute pression, c'est très loin d'être un désavantage. Il faut juste bien l'utiliser au niveau thermodynamique et au niveau mécanique de compression. Le transcritique. Alors, c'est tout l'inverse du subcritique. Transcritique, ça veut dire on est au-dessus du point critique. Il n'y a plus d'échangeur évapocondenseur. On est en lien direct avec la température extérieure. Ça veut dire que l'ambient vient directement influencer le système frigorifique. D'accord ? Donc tout est en CO2 ici. Transcritique, ça ne veut pas dire non critique. Ça veut juste dire au-dessus du point critique. D'accord ? Alors, comment ça se schématise ? Ça se schématise comme ça. Ici, on avait un fonctionnement qui était subcritique, d'accord ? C'est ce qu'on disait, donc on est toujours dans la cloche du CO2. Et puis, j'ai des compresseurs transcritiques, et eux, ils vont amener le CO2 au-dessus du point critique ici. C'est ça le transcritique, d'accord ? Alors, les définitions,
je vais pas trop m'attarder sur les définitions. Je vous l'ai expliqué juste avant. Donc, la définition du point critique, je pense que vous l'avez vu à l'école, c'est le point au-dessus duquel vous avez entre le gaz et le liquide, on n'arrive plus à faire la différence. Vous avez une densité qui est quasi égale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis en transcritique, le CO2 à l'état gazeux et à l'état liquide, ils forment qu'un. Vous n'êtes pas capable de les séparer. Alors, il y a une super vidéo qui existe sur YouTube que je vous laisserai regarder, qui a été faite par un fabricant d'amphos, où on voit dans un voyant l'effet transcritique du CO2, où vous le voyez en ébullition, vous le voyez passer en supercritique et vous le revoyez redescendre en température. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez un nuage où vous avez du liquide et du gaz qui est exactement à la même densité. C'est ça le transcritique. Alors, pour vous montrer rapidement sur un diagramme de Mollier ce que ça donne, vous avez entre le point 1 et le point 2 la compression, vous avez entre le point 2 et le point 3 le refroidissement de gaz, la détente qui se fait ici au niveau du point 4, d'accord ? On arrive dans une bouteille liquide, et ensuite du point 5 au point 6, on va détendre vers les évaporateurs. Donc ici, on a deux détentes. Une première détente à la sortie du gaz couleur vers la bouteille liquide et une deuxième détente depuis la bouteille liquide vers les évaporateurs. D'accord ? Donc vous êtes sur un système booster, d'accord ? Bon, là c'est du monotagé, mais on fait aussi en booster avec une injection totale du CO2 dans la bouteille. Ça veut dire que la bouteille liquide CO2 va contenir la totalité du CO2 du système. Alors, je pars du point critique, transcritique. Au fur et à mesure qu'il fait froid, vous voyez, je vais descendre mon système et je vais arriver jusqu'à un système subcritique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une machine transcritique sur site que cette machine ne sait pas travailler en subcritique. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CO2 en transcritique dépend de l'extérieur. Dès qu'on est en dessous des 28 degrés ambiants, vous n'êtes plus en transcritique, vous êtes en subcritique. Donc sur une zone, par exemple, comme dans le nord de la France, si on va sur Dunkerque, eh ben, on sait que sur Dunkerque, on va installer une machine transcritique, mais la majorité de son temps, elle sera en subcritique. D'accord ? Un petit PID donc, de ce que c'est qu'une machine transcritique. Vous avez ici les compresseurs MT, moyenne température. Ils vont comprimer le CO2. On passe par des échangeurs de récupération de chaleur, puisque là, en l'occurrence, il y en avait. Mais on va passer directement ici, dans ce qu'on appelle le refroidisseur de gaz, plus connu sur le marché comme gaz couleur. On sort du gaz couleur, on a les vannes de détente, HP, qui, elles, vont maintenir la pression à l'HP, constant. D'accord ? Ensuite, on détend dans une bouteille liquide. Le liquide commun va alimenter les postes positifs ou parfois les postes négatifs. Donc, j'ai qu'une seule ligne commune pour le positif et le négatif. D'accord ? Cette bouteille-là, comme je vous l'ai dit, elle va avoir toute la charge frigorifique de l'installation. Ça veut dire qu'elle est le centre névralgique de le système. Ce n'est plus les compresseurs, comme dans un système monoétagé que vous avez l'habitude de voir. Ici, la puissance froid, elle est régie par le volume liquide dans la bouteille. Donc je dois la maintenir à une pression constante pour que j'alimente toujours à la même température mes évaporateurs, positifs et négatifs. Et pour ça, on va récupérer le surplus de gaz qui vient fluctuer la pression dans la bouteille et on va le détendre directement à l'aspiration des compresseurs. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon compresseur, il ne fait pas que de la puissance frigorifique utile. Il fait également de la puissance frigorifique qui nous sert strictement à rien, uniquement à maintenir la bouteille en pression. C'est vraiment la particularité du CO2 transcritique.
D'accord ? Donc, vous allez le comprendre avec le temps en étant sur les sites. Et puis là, vous avez la compression basse température qui, elle, récupère l'aspiration et refoule directement à l'aspiration des compresseurs MT. D'accord ? Rapidement, l'intérêt du gaz couleur. Vous avez en condensation deux phénomènes. Un phénomène de condensation avec un changement de phase, ce qu'on appelle de la chaleur latente, et un fluide qui va se réchauffer au fur et à mesure qu'il passe dans le condenseur. Et lui, il va se réchauffer en sensible. Ce qui veut dire que la différence entre ma chaleur latente et ma chaleur sensible, elle est fixée à un point donné dans le condenseur. Alors que sur un refroidisseur de gaz, quand je suis en CO2, j'ai une évolution de la température côté CO2 qui n'est plus linéaire avec un changement de phase à température constante, mais qui est un refroidissant de gaz et qui va suivre ce qu'on appelle un pincement tout au long du gaz couleur. Donc vous avez un point optimal de pincement qui va se retrouver ici au niveau de ce graphique, qui fait que quand vous êtes en transcritique, haute pression, COP qui réduit de parfois 25-26%, j'ai un gaz couleur qui est une machine de guerre d'échange thermique, qui va être capable de réduire l'écart entre le CO2 et l'air jusqu'à 1 Kelvin, juste parce qu'on est en transcritique. Donc les gaz couleurs sont extrêmement efficaces, et quand vous êtes sur un site au CO2, vous ne serez pas surpris de voir parfois des différences entre la température sortie gaz couleur et l'air, parfois de 0,5 Kelvin. Parce que c'est la particularité du CO2. On voit bien ici, je vous représente exactement la même chose. Vous avez en violet la température sortie gaz couleur qui évolue, d'accord ? Et vous avez la température ambiante. Et dans le gaz couleur, on voit bien que les pincements sont constants tout au long de l'échange thermique. Et on arrive parfois à atteindre des optimums, comme je vous disais ici, jusqu'à 0,5, 1 Kelvin. Bon là, je ne vais pas faire trop de pub sur nos machines, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez une machine transcritique, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez les compresseurs MT en partie basse du châssis et les compresseurs LT en partie haute, les bouteilles liquides dont je vous ai parlé, le séparateur d'huile et puis les variateurs de fréquence. Donc ça, c'est une machine booster standard que vous retrouverez chez nous comme chez tous nos confrères. Je vais essayer d'aller rapidement sur la partie sécurité. Donc, on parlait tout à l'heure des pressions. Les soupapes de sécurité, elles, en général, 90% des cas en froid commercial, vous allez avoir safety valve, ça veut dire soupape de sécurité, de 120 bars. Sur la pression bouteille liquide, vous allez avoir soit du 45, soit du 60, soit du 80 bars. Donc là, je protège le système à ce niveau de pression. À l'aspiration des compresseurs moyenne température, on va avoir 45 bars. Et à l'aspiration des compresseurs basse température, on aura 30 bars. Ce qu'il faut retenir dans les soupapes, c'est qu'elles sont tout le temps actives, ouvertes, prêtes à dégazer s'il faut dégazer. Et il faut le plus possible les installer à l'extérieur de la salle des machines. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forte concentration, rappelez-vous, moins d'un volume, moins d'1% par volume, il faut les éviter, même si j'ai des détecteurs de CO2. Et donc, par conséquent, tout ce qui est capable de cracher du CO2, hop, on le met dehors. Ça doit être une règle de l'art aujourd'hui. D'accord ? Un petit graphique qui vous donne une évolution du temps que vous avez dans une bouteille liquide d'intervention en fonction de la pression de la soupape. D'accord ? Ici, vous avez en rouge, 45 bars sur la bouteille liquide et j'ai une épaisseur d'isolation de 19 mm. En vert, 45 bars, 32 mm. En bleu foncé, 45 bars, j'isole à 50 mm.
Et dès que je passe à 60 bars sur une bouteille liquide, hop, à 50 mm, j'ai plus de 60 heures avant de pouvoir intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est l'épaisseur de l'isolation Armaflex. D'accord? Vous avez sur chaque partie froide d'un système toujours une isolation. L'Armaflex, c'est une marque de fabricant. C'est un espèce de caoutchouc noir qu'on met sur les systèmes pour isoler les parties froides. En gros, ici, je suis en train de vous dire qu'entre 45 bars et 60 bars, il n'y a pas photo. Si j'ai le moindre montée de pression dans une bouteille liquide, j'ai beaucoup plus de temps pour intervenir. Voilà à quoi ça ressemble une soupape. Une 22 voies, une soupape montée sur 22 voies. En réel, voilà comment on les installe chez nous. Tout le monde ne fait pas ça. Hein. Vous voyez, j'ai mis les soupapes le plus loin possible. Là, en l'occurrence, on était dans une sortie. Et on raccorde pour chaque soupape le niveau de pression qui va bien. Ici, pareil. Vous voyez, plaque de soupape posée à l'extérieur. Une plaque métallique pour protéger. Si ça crache sur la plaque et ensuite ça part dans l'ambiant. Et chaque pression a sa tuyauterie de raccordement. Voilà. Écoutez, j'ai un peu dépassé, je suis vraiment désolé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Un, deux, un, deux, un, deux. Merci Hassan pour cette présentation. Donc on a plusieurs options. Soit on fait intervenir nos prochains intervenants, ou soit on pose des questions maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui. Donc tu as un micro? Non, bah, parfait, Hassan. J'ai commencé très en retard, donc j'ai fait 45 minutes. 1, 2. Bonjour. Bonjour. Par rapport aux tuyauteries K65, j'aurais voulu savoir du coup si les tuyauteries standards, donc le cuve standard, est-ce que aussi ils fonctionnent pour le CO2 par rapport aux pressions? Alors, c'est une bonne question. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des pressions, ce qu'on appelle les pressions de service, elles sont limitées uniquement à la taille de la tuyauterie. Donc, je vais te reposer une autre question. Si c'est limité à la taille de la tuyauterie, et c'est quoi le facteur limitant de la taille de la tuyauterie? Qu'est-ce qui fait que je vais mettre une tuyauterie d'1 pouce 1/8, 7/8 ou... Micro. Le micro, on n'entend pas trop. Ah, vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Tu m'as entendu? C'est quoi, pardon? Très juste. Donc, par conséquent, le demi-massique vitesse, c'est quoi? C'est là? Oui, bon, il m'a sorti la formule. C'est la puissance frigorifique de la machine. Donc, sur certaines tailles de magasins, sur les proximités, par exemple, les petits magasins, on va aller jusqu'à 300-400 mètres carrés. On ne va pas forcément avoir besoin de mettre partout du K65. D'accord? Tu vas pouvoir garder du tube cuivre inférieur à 7/8. En général, tu passes sur du 75 bars, si mes souvenirs sont bons, à vérifier, au niveau de la pression de service. Dès qu'on passe au-dessus, sur du supermarché, de l'industrie ou du grand hypermarché, c'est automatiquement du K65 ou de l'inox. C'est quoi les risques si la pression elle est trop élevée par rapport aux tuyauteries? Alors, c'est encore une bonne question. la question, il n'y a pas vraiment de risque. Enfin, si, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que si tous les équipements de sécurité de l'installation sont défaillants, pour X ou Y raison, et que l'unique outil qui va absorber la montée de pression, c'est ta tuyauterie, il y a un risque que ta tuyauterie craque. C'est très rare, ça peut arriver. C'est arrivé en Angleterre, malheureusement, l'année dernière, il y a 2 ans, l'année dernière, un magasin où la taille de la tuyauterie avait été mal dimensionnée par l'installateur. C'était du CO2 transcritique et la tuyauterie a complètement explosé dans le magasin alors que le magasin était ouvert.
Donc ça, vous pourrez le trouver sur Internet. C'est des choses qui arrivent, mais en France, j'ai jamais entendu. Merci. Moi, j'ai une petite question hors champ réglementation pour donner une idée aux étudiants. Est-ce que je peux vous redemander de remettre? Hop, merci. Pardon. Non, Sur le masque, mais il m'a connu. Donc, il n'est pas traumatisé. J'ai fait 10 ans d'hôpital psychiatrique, mais ça va. Alors, le volume aujourd'hui, la technologie à CO2 dans le froid, on va dire dans le froid commercial, dans le froid industriel, représente combien de pourcentage de part de marché? Sur le froid commercial, de grandeur, hein, on n'est pas à 5% près. C'est très difficile en France de l'estimer. Aujourd'hui, on estime que ça tourne à peu près autour de 30%. 30% du parc global en froid commercial qui est en CO2 transcritique et subcritique. Qui est déjà implanté. Déjà implanté. Il reste 70% à modifier. Voilà, c'est ce que je voulais qu'ils entendent. C'est que, à peu près, c'est les chiffres. C'est que derrière, alors je ne sais pas combien de centaines de milliers d'installations ça représente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, ça veut dire une activité professionnelle absolument volumineuse, qui est, je ne sais pas, ce chiffre, on est au moins sur 2 décennies. On est sur, ouais, même plus que ça, je dirais. Au rythme que ça va, on a beaucoup plus que ça, je dirais. Voilà. Difficile de projeter, mais il faut savoir que, pour aller dans la continuité de M. Garot, c'est que, en plus d'avoir une forte demande de techniciens, que ce soit en bureau d'études, que ce soit en montage ou en dépannage, c'est qu'il y a une vraie pénurie de techniciens compétents sur le marché aujourd'hui. Donc il y a une forte demande sur le marché du travail au niveau du CO2 transcritique, que ce soit pour l'industrie comme pour le froid commercial. Sur l'industrie, pour répondre à votre question, on n'est pas... c'est un marché ammoniaque, donc le CO2 vient en fait prendre de la part de marché à un marché qui est déjà sur de l'ammoniaque. Non, mais c'était pour qu'ils aient une idée de la réalité du futur que ça représente pour eux, quoi. Voilà. D'autres questions? Monsieur qui veut au polo. Alors, dernière question, comme ça on peut basculer sur la deuxième partie. Oui. Donc, alors Hassan, je pense que j'ai compris la question. Vous me corrigez, M. Areski, si je me trompe, mais au niveau split system, c'est-à-dire le petit climatiseur qu'on retrouve dans nos maisons, est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions qui sont proposées au CO2, avec du CO2? Alors, oui, il y a des... Oui. Alors, le procédé frigorifique, il est donc, c'est un procédé thermodynamique. Il n'y a rien qui bouge. C'est des choses figées, c'est de la physique. Par contre, après, au niveau mécanique, ils ont effectivement utilisé des systèmes un peu sophistiqués. Alors, pour répondre à ta première question, oui, ça existe. En Asie, ils ont déjà implanté en millions. On parle bien en millions, des machines transcritiques pour l'eau chaude sanitaire, notamment au Japon, avec le projet EcoCute qui a daté déjà de plus de 15 ans. On parle plus de 4 millions de machines. Et en climatisation, ils ont beaucoup d'avance sur l'Europe de l'Ouest, mais pour d'autres raisons, hein, pour des raisons plutôt géopolitiques. Et en Europe, ça arrive. Mais sur le marché de la climatisation et de l'eau chaude sanitaire, on n'est pas encore là. Il va falloir encore réduire les coûts, et parce que c'est qu'une question de coût aujourd'hui. Mais la technologie est exactement la même que sur un système booster, mais ils l'ont rendu beaucoup plus compact. Mais ça existe effectivement. Merci Hassan. Merci à vous. Bonne continuation dans vos études.